bienvenue à toutes et tous dans Felf 21e épisode. Salut Kev. Salut Vivien. Salut Olive. Salut Vivien. Comment vous allez? Ça va. Ça va. Et toi, pour ta première? Ah, ça va super, ça va super. Je suis surexcité. Non, tu es surstressé. Tu es pas surexcité, tu es surstressé. Mais on s'est Les dit deux avec se Kevin rejoignent assez. qu'on allait être sympa et te laisser parler. Alors du coup, Kevin, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, et toi Olivier? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu depuis hier. Depuis hier. Donc, allons-y. Kev, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons suivre les péripéties d'un diamant, de combats de boxe truqués, tout cela accompagné d'une belle bande d'escrocs. Bienvenue dans Snatch. J'aurais dit le flamant rose, mais ok. Non, la panthère rose, plutôt. Ah ouais, la plante est rose, ça allait aussi. Ouais. Aujourd'hui, je suis le non-contrariant. Olive, le non-contrariant. Tu vas acquiescer toutes les conneries que je peux balancer. Non, Tout à à un moment fait, donné, très tu peux pas gentil. pousser. J'ai déjà fait une erreur là. Bref. Donc, je suppose que vous avez bien aimé ce film. Absolument pas. Ouais, c'était pas foufou. Hein. Moi, je veux pas que tu supposes pour nous. Donc non, c'était pas fou. D'accord. Sans supposer le film, qu'en avez-vous Ah, pensé? c'est de la bombe. Ah la vache, c'était génial comme film, j'ai adoré, vraiment du grand Brad Pitt, aussi bon en VO qu'en VF, une brochette d'acteurs dingue, une réal parfaite, enfin vraiment très cool pour ceux qui aiment bien les réels ultra cut avec des effets cool de caméra, plein de belles tentatives de réalisation, plutôt chouette. Donc ouais, Snatch, c'est un film de Guy Ritchie avec Brad Pitt, comme tu l'as dit. On a aussi Jason Statham, Vinnie Jones et Alan Ford qui jouaient déjà dans le film précédent de Guy Ritchie, Arnaque, Crime et Botanique. On a Benicio del Toro, Lenny James, et on a même Jason Flemyng qui a aussi joué dans Arnaque, Crime et Botanique, mais rappelez-vous, il joue le Dr Jekyll dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Des bons souvenirs. J'ai vomi dans ma bouche. Tout à fait. Bon, Et alors. c'est un film de quelle année, Vivien, dis-moi? C'est un film des années 2000. C'est vrai que l'année est importante en fait parce que on est au début de carrière un peu de Guy Ritchie. Oui, c'est son deuxième film. Ouais, deuxième film après Anna, Crime et Botanique. Et on a déjà un grand film. Bon, on va commencer. Olive, parle-nous de la première scène du film. Tout à fait, je m'appelle Turkish. C'est comme ça que commence le film. Donc le film s'ouvre sur un écran noir, on a deux inconnus en fait, dont un qui s'appelle Turkish, qui est le narrateur de cette première scène, qui sont dans une pièce face à quelqu'un, on ne sait pas trop pour l'instant, mais on comprendra très vite que c'est une scène miroir. Et Turkish nous plante qui il est, très rapidement, et qui est son acolyte à côté de lui. Tout ça en voix off, ils sont en train de discuter apparemment, on ne sait pas, personne ne parle, en fait ils sont face cam tous les deux. Il se présente lui-même, donc Turkish, il explique pourquoi, quelles sont les origines de son prénom, parce que c'est ses parents qui l'ont nommé comme ça suite à un crash d'avion de la Turkish Airlines. Donc du coup, il trouvait ça marrant qu'un anglais s'appelle Turkish. Ouais, c'est surtout que c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. Oui, c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés, tout à fait. Il nous parle vaguement d'un diamant, et que lui, il n'est pas spécialiste des diamants. Il nous présente son acolyte, et très rapidement, il y a un fondu au noir, et on se retrouve juste après, il y a un défondu au noir, et on va suivre des caméras de surveillance avec un rabbin qui rentre dans une zone de sécurité, parce qu'il y a des agents de contrôle qui sont là pour vérifier s'il n'a pas d'objet métallique sur lui. Évidemment, ça sonne au niveau de la ceinture, mais le rabbin lui-même, bon, je vais pas enlever mon pantalon quand même, et les agents de la sécurité le laissent passer, et on va suivre, cette scène est super cool, et je pense que je peux l'inclure, si vous êtes ok les garçons, dans la première scène du film. Allez, je t'autorise. Merci Vivien. Cette première scène, en fait, on ne va la suivre qu'au travers les écrans de surveillance du lieu où il se trouve. C'est-à-dire que la caméra filme un écran de surveillance, ils vont se diriger vers un ascenseur, prendre l'ascenseur, la caméra va changer d'écran de surveillance, on va se retrouver sur l'écran de surveillance qui est dans l'ascenseur. Et en parallèle de ça, on entend Benicio del Toro, qui est le rabbin, parler de la légende et de la mauvaise traduction littéraire de l'histoire de Adam et Ève au travers de la Bible et pour les catholiques. Et cette scène va avancer, continuer d'avancer, donc de caméra de surveillance en caméra de surveillance, jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur destination finale, et on comprend que ce sont des braqueurs, et qui sont là pour braquer quelque chose. Mais je ne vais pas en dire trop tout de suite. Et c'est ainsi que se termine la première scène de Snatch. Donc cette première scène en fait qui est déjà
qui montre un peu déjà les qualités de mise en scène de Guy Ritchie avec justement ces écrans en fait. Et on va revoir ces écrans, pas exactement les mêmes, mais cette façon de montrer, de filmer à travers l'écran. Oui, Je sais tout à pas si fait. vous voyez ce que Oui, je veux oui, dire. c'est Ouais, ouais. filmer, faire sa mise en scène en utilisant les écrans, ça revient, c'est une constante tout au long du film. Et il y a de très belles utilisations de cette technique de filmer un écran pour servir le propos du film ou pour servir une narration, un dialogue, etc. Ce qui est plutôt très très cool. Tout simplement, tu sais, entre la transition au moment où Turkish parle et donc l'intégration de Benicio del Toro en rabbin, j'aime bien parce que on change de truc. Parce que Turkish dit je connais rien au diamant, je sais juste qu'ils viennent d'Anvers. Bim, scène d'après, ils sont à Anvers. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est pas appuyé, c'est juste dit comme ça. Et en fait, on a vraiment l'impression que sa réalisation elle est millimétrée. Ah oui, tout Bah, à elle fait. l'est. Elle est millimétrée. Et tout du long, et c'est ça se ressent dans toute sa carrière. Hein. Ultra plaisant à regarder. Il y a un rythme très soutenu et c'est vraiment cool. Et j'aime, si je puis me permettre, Vivien, j'aime beaucoup moi la scène, d'introduction des différents protagonistes où Oui. on va juste voir leur tête avec leur nom, ou leur pseudo dessous. Et j'ai trouvé ça te met dans le bain directement. Bah, elle fait office de générique en fait. Elle intervient, si on parle bien de la même scène, elle intervient juste après ce que je viens de raconter, et elle va faire office de générique parce qu'en effet, voilà, on va suivre en fait tous les protagonistes, dont plein qu'on ne connaît pas encore, mais on va les voir sur une musique très années 70. Ça fait très générique de séries policières un peu kitschou des années fin 60, début 70. C'est ça. Et je trouve ça vraiment, ouais, c'est plutôt très stylé parce que on est d'un seul et même plan séquence qui raconte une histoire finalement qui a pas de sens, hein, où ils se jettent des objets, genre il y a les receleurs qui reçoivent de l'argent, un paquet de billets, ils les jettent à quelqu'un, et ce quelqu'un ça va être Brad En Pitt fait- qui est dans sa caravane, donc ça n'a pas de sens, ça n'a pas de cohérence, mais ça alors représente si. tout le monde. Alors si en fait ça a une cohérence. Parce que quand tu regardes bien, on va voir Mickey, donc Brad Pitt, Ouais. qui on sait pas ce qu'il donne, mais ça passe directement donc à Vinny qui a donc la sacoche qu'on va voir plus tard dans le film, la sacoche qui a été donnée par les manouches, enfin ce qu'ils appellent Oui. les manouches, avec qui va donner à Sol. Sol va regarder, en fait c'est des bijoux volés qui, quand ça va tomber, ça va être l'introduit sur une table de poker, et c'est là où on va voir Frankie quatre doigts. En fait t'as une suite logique, chaque truc correspond à un personnage, et je trouvais ça super cool. Alors, ça a une suite logique qu'une fois que tu as vu le film. Oui, Mais une fois que t'as vu le l'état- film, mais- En l'état, quand on Ah la non. voit la première fois, elle a pas de sens à proprement parler, parce que la plupart même des personnages qu'on voit dans ce pseudo-générique, Bon, on on les ne connaît les connaît pas encore. Bah, je crois qu'on connaît que Turkish et... Ouais, on connaît Turkish, Tommy et Frankie quatre doigts. C'est ça. Bah, vu que c'est un film qui est construit. C'est simple, hein. Le début du film, voilà, on va le dire, hein, c'est la fin du film. Et oui, c'est-à-dire que ce générique te montre d'une façon différente en fait toute la trame du film et toutes les interactions en fait qu'il va y avoir entre les différents personnages. C'est ça, il t'explique C'est aussi qu'il vraiment va être très déconstruit. En fait, c'est un film qui est choral. Ouais. Hein, il est choral parce que il y a énormément de protagonistes dans le film. Parce que le film, on l'a regardé aujourd'hui avec ta sœur, et elle a eu du mal à. Il y a trop de personnages en fait pour elle. Du coup, c'est confus. Toi, c'était confus. Ce que je peux Ouais. comprendre. Bah, je peux Voilà, comprendre. Ah bah totalement, parce que donc déjà il y a plein de personnages, leurs différentes quêtes s'entrelacent les unes avec les autres. Enfin, ils ont plus ou moins tous un lien les uns avec les autres, mais tu le sais C'est pas. l'illégalité en fait, Voilà. il y a un lien d'illégalité dans Londres. Ah bah bien sûr. Et du coup, ouais, en fait, tout ce petit monde va se retrouver dans en fait un monde de tout petit, où ils vont tous rentrer dedans et à faire des actions pour eux qui vont avoir des conséquences sur les autres sans même qu'ils se connaissent. Et c'est ça qui est très intéressant sur l'écriture de ces personnages et du scénario en fait. C'est ça, ce moment en fait où la chorale se réunit, donc c'est vraiment la thématique d'un film choral, c'est à cet accident de voiture aux deux tiers du film, où du coup l'action des uns va, comme tu dis, Vivien, avoir une grosse répercussion sur les autres, et au final ils vont tous se retrouver au même endroit après un crash de voiture où à la base ils n'étaient pas du tout censés être là, tous. Et encore, c'est quelque chose qui est comme le reste du film en fait, qui va être très décousu comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est pas quelque chose qui va être montré dans l'ordre des choses. C'est quelque chose qui va être montré à chaque fois d'un point de vue différent. Je crois on a d'abord le point de vue comment il s'appelle, de Vinny,
et sa bande dans sa voiture qui se prennent quelque chose, puis la vue de Mickey qui balance quelque chose par sa fenêtre, puis la vue de Tony, puis la Ah, mais vue en de fait, Tony oui, qui mais en fait, la temporalité, elle est pas pareille. Enfin, oui, parce que c'est ça. Tommy balance sa brique de lait qui va tomber sur la voiture donc de Avi et de Tony qui vont entrer dans un mur. Un mec va sortir d'un coffre et ce mec-là va être tapé par Vinny et Sol. Et en fait, ouais, c'est une escalade de péripéties et tu te demandes comment c'est possible en fait. Et c'est construit à l'envers en fait. On va d'abord voir la voiture taper le gars, la brique de lait être balancée et l'autre voiture se prendre un poteau. C'est ça. Et tout ça va les mener au final au même pub, au même endroit où ils vont tous se retrouver. Alors que, comme je disais, ils n'étaient pas du tout censés tous se retrouver ici. Ils vivaient chacun leur propre aventure à ce moment-là. Enfin, il y avait quand même les Vinny et qui pourchassaient Boris dans le coffre. Oui, Boris. Je pense un de mes personnages préférés de ce film. Tu veux en parler de Boris? On n'a même pas dit pourquoi tout le monde se battait. Eh mais c'est toi le patron. Bah alors faut peut-être, parce que du coup à la fin de la scène d'intro que tu nous as décrite, on apprend en fait tout l'enjeu du film. Ça va être un diamant énorme. Un Yukon-kun. De 84 carats. 84 carats. Gros comme un point. Ça fait beaucoup de bus. Donc... J'ai pas compris le bus, mais. Bah car. Cara. C'était plus simple. Non mais car... j'aurais pu faire d'autres trucs, mais sinon ça fait beaucoup de Saint-Germain, tout ça. Enfin... Continuons. Ouais. Tu couperas. Le mec il donne ses directives, quoi. C'est moi le roi. Non donc ce diamant 84 carats qui va passer de main en main en fait. Ça fait beaucoup de bus, ça. Vraiment, Ouais, non, je sais. Elle est vraiment marrante en plus, hein. On se marre. Hein. Donc, ce diamant qui va passer de main en main de façon assez décousue. Mais d'abord, on va en apprendre un peu plus sur Turkish au début de ce film. Oui. Ça reste le héros. Hein. C'est le personnage un peu central, enfin celui qui va, c'est un peu le narrateur de toute façon tout du long. Donc. Voilà, joué par Jason Statham, avec la scène du barbecue qui est juste géniale et de la caravane, qui te donne le ton du film en fait. Typiquement ce film c'est un film à punchline, enfin à van, on peut garder dans chaque scène, on peut garder des échanges de dialogues qui sont magiques. Ah oui. D'ailleurs, vas-y, Kevin. Fun fact, moi, c'est la première fois que je l'ai vu, donc j'étais en BTS, machin, c'était un truc, j'étais un peu bourré. Et typiquement, c'est un film que j'ai vu avec deux potes à l'époque. Et à chaque fois qu'on se retrouvait un soir, on se le regardait. Donc chaque fois, on était bien éméchés. Et typiquement, c'était le truc quand on allait en cours, on essayait de sortir les répliques. Tout le temps, on était juste relou en fait. Mais la plupart des répliques de ce film, je les connais presque par cœur. Tu sais, moi j'ai vu La Cité de la Peur au cinéma en 94 et encore aujourd'hui, quand je me retrouve avec des copains le soir, des fois, ou des copains et des copines sur Discord pour faire du jeu en réseau, des choses comme ça, on utilise toujours les répliques de La Cité de la Peur. C'est tellement intemporel que c'est nous les. Enfin, je continue d'être relou avec ça en fait aujourd'hui. Ça commence à avoir une petite paire d'années quand même. Mais c'est du relou sympa ça. Oui, c'est du relou. Oui, voilà, c'est gentil. C'est de la petite punchline. Et donc, elles arrivent dans combien de temps, les saucisses? Dans 2 minutes, Turkish. Et elles arrivent quand, les saucisses? Dans 5 minutes, Turkish. Bah, tu m'as dit... Il y a 5 minutes, tu m'as dit 2 minutes. Et c'est que des trucs comme ça. Ouais, t'es un peu en deçà quand même, Vivien. Il va falloir te reprendre. Hein. Mais... mais... De quoi? Bah, en deçà, c'était... Sans déconner, Vivien, putain, j'en ai marre, moi. Ça fait plusieurs épisodes maintenant, hein, à chaque fois il y a un truc. On va ouvrir une chaîne secondaire sur des mots. Eric et Ramsey ont déjà fait ça et on peut pas. C'est un concept qui existe déjà. Et on en était où? Ah bah donc Turkish veut acheter une nouvelle caravane. Oui, exactement. Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose sur ces dialogues justement avant de parler de la caravane de Turkish et d'introduire un nouveau personnage. Moi, toute cette scène avec Benicio del Toro dans la scène donc d'ouverture, dont on a parlé il y a pas longtemps. Le dialogue, toute cette discussion autour d'Adam et Ève et de la mauvaise traduction, etc. Ça me rappelle beaucoup les dialogues que presque pourrait écrire Tarantino.
c'est des discussions qui sont tellement c'est hors du temps et tout que. C'est Adam et Ève dans la version originale. Non, c'est la naissance de Jésus, je crois. Ah oui, non, c'est pas. C'est Adam et Ève et la Vierge Marie. La Vierge Marie. Ouais, c'est ça, c'est que le mot vierge a été mal traduit de C'est l'hébreu ça. au grec. C'est ça. Et qu'en fait, c'est juste femme. Et c'est de là tout découle le truc. Et ouais, typiquement. Et j'aime bien parce qu'il est à fond dans son personnage et les 3 autres braqueurs qui sont avec lui disent juste de se taire, quoi. Bah, bien sûr. C'est vrai. Mais en effet, c'est intéressant ce que tu dis, Olive, parce que c'est vrai que c'est un travail sur l'écriture des dialogues. En fait, moi, ce que j'aime bien me dire sur ces dialogues-là, c'est des dialogues. On va dire, bon, c'est pas vraiment banal parce que là c'est quand même voilà un gars qui se prend pour un rabbin, tout ça, mais c'est pas des dialogues que tu vois dans un film, c'est pas un échange d'informations, c'est juste du parlage, du blabla en fait, pour combler un vide sonore, Comme du remplissage. comme on presque, ferait c'est dans ça. la vraie vie. Mais Tarantino, moi, il est passé maître dans ça, dans l'écriture de dialogues qui au final, c'est hyper informel, ça ne fait pas avancer le scénario. Celui que j'ai en tête là, comme ça, que j'ai souvent en tête en fait, c'est l'échange sur le Big Mac et le Royal Cheese dans Pulp Fiction entre Samuel L. Jackson et John Travolta. Ça ne sert à rien. Toute cette partie-là ne sert à rien, ils sont juste en voiture et voilà, plutôt que d'écouter la radio ou de filmer juste des mecs qui font rien en voiture, on les fait discuter. Lui, il revient d'un voyage en Europe et donc il t'explique des choses sur le Royal Cheese et le système métrique et le Quarter Pounder, machin. Où il y a encore dans la scène d'intro de Reservoir Dogs où t'as White, Brown et toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel qui discutent sur le fait de donner ou pas un pourboire. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, mais en fait, ça te les ancre dans le réel presque. Bien sûr. Mais voilà, c'est ça. Et je me suis un peu renseigné par contre sur le brown, hein, sur marron. Il n'y a pas de marron dans l'arc-en-ciel. Voilà, c'est Wikipédia qui me le dit, donc c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais là il n'y aurait pas de marron dans l'arc-en-ciel. Donc, continuons. On va nous être introduit assez rapidement à Tête de Brique. Non, comment il s'appelle? Si, c'est ça. Tête de... Ouais, c'est ça, Tête de... Si, c'est ça, Tête de Brique, qui va être un peu l'antagoniste principal. Oui. C'est celui qu'on va... Enfin, en fait, non, c'est l'antagoniste, hein, c'est celui qu'on va... pour lequel... Non, je sais pas comment formuler ça, j'ai du mal. C'est le gars qui fait peur. Ah bah clairement, il a des cochons avec lui quand même. Donc tu vois, déjà de base, c'est un mec qui pèse. Tu sens que bon... quand le mec te dit « Oui, mais moi, j'ai des cochons ». Normalement, toi, tu te fais un peu... Tu te fais « Oh non, il a des cochons, comment on va faire ?» C'est-à-dire que à part juste avoir des cochons, c'est le genre de gars qui sait exactement combien de cochons et le temps qu'il faut avec un certain nombre de cochons pour faire disparaître un corps. C'est ça. Faut bien les Ça te affamer place, avant. le monsieur. Et avec 6 cochons, ça dure 8 minutes, le dépeçage, l'avalage complet d'un être humain. Faut juste Mais faut bien enlever penser les à l'étendre, hein. cheveux. Et les Faut dents. enlever les cheveux et les dents, ouais. Parce que c'est les seules choses qui digèrent pas. Il est dégueulasse ce personnage. Enfin, les lunettes double foyer, ça fait tout le charisme et le côté dégueulasse de ce personnage, je trouve. C'est ça, et même, tu sais, sa mâchoire. Le Oui. fait que ses dents du bas soient autant avancées. Tu sens que ce mec, il est pas net, quoi. Là où tu vois Turkish qui est toujours en costard, au moins avec une chemise, ou même Vinny, Salt. Les autres personnages, tu te dis, bon, ok. Mais lui, tu sens qu'il dégage un truc mauvais. Pourtant, il est frêle, hein. Tu sens que voilà, c'est un mec qui s'est un peu fait tout seul, sûrement. Mais il est tout frêle, tout menu, mais il en impose tellement. Et rien que dans la scène où on le présente, il va tuer 2 personnes. 2 de ses acolytes avec un sourire, j'allais dire angélique, mais c'est un sourire diabolique plutôt. Hein. C'est pas encore du William Dafoe, mais il a un sourire aussi avec des dents. C'est la désagréable. technique du cinéma pour te montrer qu'un méchant est vraiment méchant, c'est quand il tue ses hommes de main à tour de bras. J'ai réussi à placer main et bras dans la même phrase, je suis un peu fier, je cache pas. Des hommes de main tour de bras. Ouais, c'est vrai, bien Ouais, joué. Tu veux faire toutes les parties du corps ou on s'arrête là? Beat. Donc Turkish qui va se lier avec Tête de Brique pour avoir de l'argent pour se racheter une caravane. C'est-à-dire qu'on va... Ça peut pas être la seule fois où en fait la caravane est au centre des problèmes. On n'a jamais autant employé le mot caravane dans un film, je pense. C'est ça. Incroyable. Ouais. Et la caravane n'a jamais eu autant d'importance. Alors peut-être dans Breaking Bad, mais ici c'est vraiment la caravane. On C'est dit un le mobil-home diamant, dans Breaking Bad. C'est un mobil-home, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu différent, c'est vrai. T'as jamais vu Camping ou quoi? Bon, et donc cette caravane qui va être au centre du problème de Turkish parce qu'il veut juste se racheter une caravane, du coup il va un peu traiter avec Tête de Brique pour les matchs de boxe clandestins.
et plus tard il va traiter avec les gitans pour avoir un boxeur ou acheter une caravane. Ouais. À la base, c'est pour acheter une caravane. Et à la base, coup, oui. Quand il envoie son meilleur ami et son boxeur négocier la caravane avec les gitans, c'est une affaire qui est déjà pliée, hein, normalement. Les contacts ont déjà été pris, voilà. Et donc ces deux gars-là, les deux gars de Turkish, payent la caravane, s'en vont du camp de gitans, et à peine ils s'en vont, bah, évidemment les cieux pètent et la caravane s'écroule sur elle-même, presque. C'est ce qui va créer un problème. Et je pense que c'est le bon moment, étant donné qu'on est dans le camp de gitans et qu'on est un peu la caravane au sol, de parler de la performance vocale de Brad Pitt et de la son performance doubleur. tout court. Oui, bien sûr. Vocale, évidemment. Mais en plus, je pense que Brad Pitt fait partie de tes acteurs préférés, qui est dans ton top 10 des films, en tout cas. Même avec Donc, Jason Statham, c'est dans le top 10. Évidemment. Ah non, mais elle est folle. Que ce soit en VO comme en français, vraiment, l'acting et la performance, pour le coup, vocale de Brad Pitt, elle est incroyable. Il parle avec un accent incompréhensible pour retranscrire un espèce de patois, dialogue gitan, un peu de façon caricaturale, évidemment. Bah, ouais, comme il dit Turkish, en fait, il bouffe les mots. C'est ça. Et vraiment, quand Là, il les bouffe plus. Là, Non, mais ce qui est hilarant, surtout, c'est qu'ils te disent, ouais, les manouches bouffent tous les mots. Tous les autres manouches, ou que ça soit la mère de Mickey, tu comprends quand ils parlent. Mais Brad Pitt, tu ne bites pas un mot. Et c'est ça aussi qui fait que ça va être plus que l'acteur, en fait, en lui-même. C'est sa façon de parler, c'est son accent qui va faire de lui un personnage important. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, en tout cas dans ce film-là, Brad Pitt, c'est que, bon, évidemment, et c'est ce que tout le monde, beaucoup ont noté, c'est la performance de prise de contrôle du personnage au travers l'accent, etc. Mais si on le regarde bien, même quand il parle pas, en fait, même quand il est juste en gestuel ou au second plan dans certaines scènes dans ce film-là, il est à 200% dans son rôle, le type. Ah non, il est devenu son personnage, quoi, presque. C'est ça, et c'est ce qui fait la différence avec peut-être un autre type d'acteur qui aurait pu jouer le même rôle, ça va forcément moins bien marcher, je pense. C'est Brad Pitt, hein, c'est pas le dernier pourri que tu prends. C'est pareil, comme on disait, il suffit de voir ses performances vocales dans Inglourious Basterds. Ah oui. Il va chercher un accent du fin fond du trou du cul du monde des États-Unis et tu te dis waouh, Brad Pitt peut vraiment tout jouer presque. Tu te dis c'est Brad Pitt, quoi. Il reste quand même dans un certain degré de personnage un peu pas comique mais pas loin, quoi. Mais Pitt, on sortait le film date de 2000. Il sort de Fight Club. Il sort de Fight Club. D'ailleurs ça se voit, hein, c'est les mêmes années. Il a le même physique que dans Fight Club, donc plutôt athlétique comme physique. Et même en termes de look, je trouve que Mickey, donc le gitan dans Snatch, le look ressemble beaucoup à Tyler Durden. Et c'est un look qui est complètement... il a le petit chapeau, il a une chemise, un débardeur. Normalement, c'est des choses que... Tu mets ça à n'importe... Moi, si je porte ça demain, tu rigoles. Brad Pitt s'habille comme ça va... Ouais, alors toi, Kevin, non. Déjà, le débardeur, Kevin. Oui, bah on rigole. Oui, c'est ça, on rigole. Ah, putain, j'ai mal à la côte quand je rigole. Arrêtez de me faire rire. Il s'est cassé une côte. Ouais, je me suis blessé. Je viendrai te soigner, sûrement t'inquiète. en faisant quelque chose de dangereux. Merci. Alors, donc, on n'a pas parlé de Boris. Je sais que, apparemment, Olive, toi, tu l'aimes bien. On peut parler aussi de Boris parce que, en même temps que tout ça se passe, il y a un autre truc qui se passe. Bonnie and Clyde, c'est un autre film. Non, Benicio del Toro qui joue Frankie 4 doigts va avoir le diamant et va devoir le rapporter en Amérique. Il va faire un petit arrêt à Londres et il va se faire un peu entuber par les Russes avec qui il a joué les rabbins, qui vont l'envoyer vers leurs frères russes. C'est la patrie, ils sont tous frères, ils sont... Voilà. Boris, non pas l'animal, mais Boris le hachoir, le boucher, Boris le hachoir. le pare-balles. Je sais pas, c'est Boris the Blade en anglais. Je crois que c'est Boris le hachoir en français, il me semble. Boris Pare-balles, on l'a plus souvent, il est appelé comme ça dans le Boris film. Pare-balles, ok. Je te laisse... Mais alors c'est une caricature du russe, vraiment. Mais tout dans ce film est caricatural. Tout est une caricature. Ouais. C'est fait avec certainement beaucoup de bienveillance parce que normalement on joue pas trop avec les gitans, normalement on rigole pas. Mais, d'ailleurs nous aussi, hein, tout est fait avec bienveillance, vraiment. Moi j'aime bien les gitans qui chient derrière l'Intermarché quand ils sont là. Bah en plus Mickey, la première fois qu'on le voit, il est en train de chier derrière une bagnole. Il est en train de chier derrière une bagnole.
Donc non, moi, je vous aime tous. Ouais, non, Boris est ultra, et donc il est ultra cliché. Dans son personnage de russe, mais j'aime beaucoup. Il parle pas beaucoup, mais il est increvable et il est vraiment représentatif de ce que nous on peut imaginer un petit peu quand on parle de la Russie et de ce qu'on peut en voir sur les internets, tout ce genre de choses. Or, en croiser un tank en Russie qui te déboule et qui te coupe la route, c'est normal en Russie, toi. C'est que des choses comme ça. Et Boris est vraiment dans son interprétation et dans la caricature du personnage, on retrouve exactement ça. Et d'ailleurs, il est indéboulonnable, il est increvable. Bon, il finit par crever, mais enfin, on sait pas parce qu'il meurt hors champ. Mais il se prend combien de balles de Desert Eagle 5.0? Il doit Bah, s'en il se prendre prend 7, un chargeur, ouais, moins 7, 4, je crois, ou moins 5. Il s'en prend pas mal, mais c'est pareil. Il doit s'en prendre à peu près 7. Ce qui est magique, c'est quand ils l'introduisent. Tu sais, quand il fait hey Tony, pourquoi on l'appelle Boris Pare-Balles? Bah parce qu'il part les balles. Tu sais, le mec, il a son surnom, en fait, c'est juste sa définition. Mais même quand Tommy va le voir pour acheter un flingue, tu lui dis si jamais ton flingue est lourd, c'est bien. Parce que si jamais ton flingue il marche pas, tu tapes avec. Typiquement, c'est la caricature du russe qu'on a dans la tête. Exactement. C'est un mec rustique. C'est un ours. C'est ça. Mais, et pourquoi on l'appelle le hachoir? Parce qu'il coupe des bras. Ouais, avec un hachoir. Il a un hachoir à la ceinture. Alors ça, c'est une scène qui est géniale aussi. Quand il est chez les rustlers, là, les trois petits gars, Vinny, Vinny, Sol et Tyrone. et qu'ils ont donc le cadavre de Benicio del Toro dans Ils l'ont même pas dans encore. la baraque. Mais si, Il est encore vivant. Non, il est encore vivant, oui. Il est vivant, mais Boris, il le bute, mais en mode total détente. Il a entendu mon prénom. Maintenant, il est mort. Et donc, ils se rendent compte que que Benicio del Toro a l'attaché case attaché au poignet. Plusieurs solutions s'offrent à un humain normal qui est dans cette situation. Casser la chaîne, peut-être une solution avec une pince coupante, avec bon, ça sera la meilleure solution pour enlever l'attaché case, ou casser la menotte qui relie l'attaché case à l'humain propriétaire. Couper vraiment juste au niveau du poignet et enlever la menotte une fois la main coupée, ça devient un peu plus extrême, et repartir avec l'attaché case et la menotte. Non, Boris lui il coupe l'avant-bras et il part avec l'avant-bras dans du papier journal et l'attaché case. Et j'aime bien parce qu'il leur dit bon bah je vous laisse le corps quand même. Ça nous permet de comprendre mieux le personnage aussi. Mais quand tu regardes la plupart des trucs que tout le monde va faire, ils vont pas prendre le choix de la facilité. Ils vont prendre le choix de l'extrême à chaque fois. Moi, une scène qui me fait beaucoup rire, enfin c'est une longue scène, c'est vraiment Sol, Vinny et Tyrone. Dès qu'ils se rencontrent et qu'ils rentrent dans une voiture. Là, tu es sûr que de ce moment-là jusqu'à la fin de cette échappée en voiture, je suis mort de rire tout le temps. En même temps, eux trois, c'est vraiment les losers. Ah ouais, mais c'est vraiment un trio comique. L'autre, il va dire mais c'est qui lui? Lui, c'est un pilote, c'est vrai ou pas Tyrone? C'est vrai. Et c'est ça. En fait, Tyrone ne parle que par c'est vrai. C'est vrai. Et il embrouille donc Vinny parce qu'il a son chien dans une voiture volée. Parce qu'il veut pas dégueulasser les sièges. Vraiment, arrière, tout ça. Et le plus gros coup des losers, c'est quand ils pensent être enfermés parce qu'ils veulent faire un braquage dans un bookmaker. Et ils n'arrivent pas à sortir. Enfin, ils tapent dans l'alarme une est déclenchée. porte. L'alarme est déclenchée. Du coup, ils se retrouvent dans le sas, du bookmaker avec des portes de sécurité blindées. Ils tapent dans la porte d'entrée. Ils se disent putain, on peut pas sortir. Elle est en sécurité et tout. Et t'as Tyrone qui arrive, qui la pousse. Et ils font vous faites quoi, les gars? Alors qu'ils étaient au bout de leur vie parce qu'ils n'avaient pas pensé à tirer la porte. Mais c'est comme dans le braquage. Moi, un truc qui me fait rire, c'est l'autre il fait ça va Vinny, ça va Vinny. Il fait ça irait mieux si t'as arrêté de m'appeler par mon prénom. Vraiment, c'est des cassos en braquage. C'est ça. C'est vraiment l'élément comique qu'on va. Enfin, le film, d'une manière générale, est un film plutôt très drôle. Même si ce qu'on nous montre n'est pas toujours très, très rigolo. En tout cas, il peut être rangé presque dans les films action comique un petit peu. Et oui, sans problème. Voilà, il est décomplexé, il est complètement assumé, donc c'est vraiment chouette. Mais ce trio-là, vraiment, est l'élément comique récurrent de tout le film. En tout cas, des deux premiers tiers du film. Ensuite, on va peut-être passer rapidement sur Tony et tous les personnages qui veulent récupérer leur diamant volé, parce qu'ils vont surtout être importants vers la fin du film, avec Tony notamment. Alors, attends, juste qu'on resitue, parce que il y a tellement de comédiens intervenants dans ce film. Tony, c'est celui qui part de New York et qui va à Londres. Non, ça c'est à vie.
Avi. Ça c'est Avi. Tony c'est celui qui a pris 6 balles. Ouais, c'est Tony Dent de Plomb. Celui qui va être Avi, Ah oui, avec exact. Avi après, tu sais, en binôme. Oui, Ouais, tout à fait. celui Celui qui a le qui Desert monte à Eagle. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on a l'équipe des losers, Sol, Vinny et Tyrone. Mais un truc qu'on n'a pas dit, c'est que dans tout ça, il y a un délire de boxe clandestine. Tout à fait. Et en fait, on va avoir un moment où Mickey et George le Glorieux, je crois, qui est un boxeur voilà, de Turkish qui lui voilà, C'est un beau qui lui bébé. Hein. appartient. C'est un beau bébé, c'est- Tu sens qu'il y a du gras et qu'il n'est pas en carrière officielle, mais tu sens que bon, si t'en mets une, normalement. Bah, j'aime bien parce que tu sais, quand il arrive dans le camp Manouche, il l'appelle la montagne en fait. Ça... Oui. Ouais, c'est une bonne armoire quoi. Donc il va, Et, en fait, donc, juste pour recontextualiser, excuse-moi de t'avoir interrompu, Vas-y. il fait partie du duo qui est envoyé par Turkish à la base pour aller récupérer la caravane au camp de Manouche. Hein. Il y a le meilleur ami de Turkish et il y a le boxeur. Pour essayer de récupérer cette caravane qui est donc cassée et impossible à déplacer. Parce qu'il faut pas croire les manouches apparemment dans ce film. George va combattre Mickey. Donc c'est-à-dire on a vraiment une montagne d'un côté et un gars tout frêle de l'autre. Hein. Voilà, comme t'as dit, il faut s'imaginer Tyler Durden qui est vraiment assez mince, assez. C'est on va dire un coureur quoi. Bah, Oui, c'est plus un runner. Il est frêle sympa quand même. Hein. Oui, bien sûr. il est frêle six-pack, quoi. Mais bon. Ouais. Et bon, t'en mets 2 ou 3 comme ça dans George quoi. Oui. Facile. Oui. Et donc ils vont se battre et on va avoir donc un élément un peu c'est pas surnaturel mais c'est On va comprendre l'expression patate de forain. exactement parce que Non mais je vais pas. Mais typiquement même ce combat c'est une blague parce que Ah oui. ils sont dans une espèce de grange. Ça commence ils se mettent. Enfin, George met quelques coups. Et ça finit par, il le balance contre un mur, il le met contre une rambarde, il l'attrape. En fait, ça devient du catch. Ouais, au départ, Brad Pitt, il se fait savonner, hein, vraiment. Ouais, mais se fait élever, quoi. ce que j'aime bien, c'est qu'il se prend c'est typiquement un dessin animé. Il se prend des coups, mais il se relève, il fait bon, je me prépare encore. Vraiment, tu te dis, mais c'est 2 salles de zone dans son âme, il est ultra sérieux. Il lui dit, te relève pas, je vais te tuer, te relève pas. Moi, il s'est avéré que on t'écoute, Vivien, parce que je sais que t'avais envie de parler de ça. bah, il s'est avéré qu'en fait Mickey c'est One Punch Man C'est vrai. et que C'est vrai. George s'est pris une patate et bah trauma crânien je crois, il s'est pété la nuque parce qu'à la fin on le voit un peu avec une sorte de tien-coup là je De sais pas comment maintien-coup, appeler ça. une minerve avec en plus, ouais, c'est ça, hein, d'énormes vis. Enfin, c'est une minerve casque, du coup, avec qui Ouais. sont reliés du coup au sommet du crâne pour maintenir la nuque et la tête en place. Ouais. Et donc on comprend que les manouches ou en tout cas Mickey faut arrêter de dire les manouches parce que c'est un peu C'est comme ça qu'ils sont appelés dans le film. Hein. Enfin, moi, je l'ai vu en C'est VO, vrai. c'est les Piki, je crois, mais. non ouais, c'est ça mais en gros Mickey est juste un gars qui défonce. Il peut tuer quelqu'un en un coup de poing. Il met des patates de forain. Après, il le dit, c'est un champion de boxe sans gants, à main nue. Mais typiquement, et là j'aime beaucoup cette scène aussi où tu as donc George qui est au sol, la caméra qui monte, et tu as un attroupement de personnes. Ça a l'air de gueuler, mais s'il y a une musique en fond, et Turkish qui parle et qui dit bah là, Tommy, il pense pas aux 10 000 livres, il pense pas à la caravane, il pense juste que si George se réveille pas dans les 5 prochaines minutes, il va être enterré avec lui parce que pourquoi parler d'un cadavre quand tu peux faire disparaître 2 personnes et changer de campement quoi. Et là directement tu te rends compte que donc les manouches sont vraiment dangereux. Oui, Et- on dirait- non, mais, Non, mais- dans le film, dans la le film, c'est le cas. dans la diégèse du film, et tu te rends compte que il y a vraiment là où tu as d'un côté les bras cassés, on peut le dire, un Sol, Vinny, machin, tout le monde, même Ah oui, Turkish, c'est tout- tu te tout rends compte est qu'il y a braqué, 2 groupes d'individus qui sont vraiment dangereux. Tête de brique Oui. et Mickey et sa bande. Bah, Sa on le famille, comprendra d'ailleurs. à la fin en fait. Oui, À la mais fin, tu comprends dès que les là, manouches, tu fallait te pas rigoler avec eux. Tu te sens que Mickey et sa bande sont vraiment vénères en fait. Et tête de brique parce que lui depuis le début on te fait comprendre qu'il est vraiment très dangereux, mais tu sens que l'opposition de ces deux-là peut faire mal.
Moi, il Bah, s'avérera que... T'as un parfait inconnu en la personne de Mickey, en fait, et un anonyme, hein, du coup, parce que ça, les gens du voyage, c'est un peu des anonymes quand ils arrivent dans une ville, on les connaît pas et ils repartent. Enfin voilà, c'est des Bah, il visages le flous, dit, tu sais, presque. ils ont pas de numéro de sécurité sociale. C'est ça. Alors que Tête de Brique, tu sais que c'est un peu le patron dans son domaine, c'est la personne qui pèse en fait. Donc t'as le puissant et l'anonyme en termes de méchant pur ou de brutalité pure. Et pour faire revenir à Vinny et Sol, qui sont un peu des tocards, c'est des prêteurs sur gage, je crois. Oui, c'est ça. Et quand il y a Tête de Brique qui rentre dans leur, donc dans leur boutique, Tête de Brique commence à parler genre, vous savez qui je suis, t'as un bad boy qui dit ouais, moi oui. Les deux autres, ils se regardent en mode mais c'est qui ce mec? Oui. Donc c'est des lascars, mais des lascars très bas étage en fait. C'est ça, parce que normalement, quand t'es un peu dans le milieu, et surtout dans ce genre de milieu, les têtes les hauts placés en fait du milieu, tu les connais, ou en tout cas tu en as entendu parler. Et surtout que le Tête de Brique, il a quand même plusieurs signes distinctifs qui le caractérisent en tant que personnage, hein, entre les lunettes, la mâchoire, etc. Donc normalement, quand tu traficotes dans un secteur très restreint d'activité, ou même dans un petit quartier de Londres, la tête à penser du quartier, tu la connais. Ouais, c'est ça. Il faut rappeler que là, on est sur un Londres très presque mafia en fait, hein, avec Tête de Brique. On ne voit que ça. Londres Voilà. ne t'est montré qu'au travers le prisme des mafieux de bas étage, en fait, quelque part. Parce qu'au final, on va Et- comprendre aussi que Et Tête de Brique. aussi des quartiers indiens et juifs. Ouais. Oui. Bah, ceux qui ont l'air d'être un peu plus, mieux lotis que les, c'est comment il s'appelle, c'est Doug le cerveau, je crois, qui tient une bijouterie, donc souvent de diamants volés. Et donc lui, tu sens qu'il est un peu dans un autre, ouais, dans le quartier juif. Et tu sens qu'il est pas dans le, enfin, il se mélange pas. Lui, Il n'est pas typiquement, confronté aux C'est mêmes ça. choses. Il est souvent, en fait, il va être très rarement mis en avant avec les. D'ailleurs, je crois, il est jamais mis en avant avec, même avec Tony, il est mis en avant qu'une fois, mais au final, il va pas le suivre Non, lui, il vit sa vie. Et Enfin, voilà, il gère ça. son business, enfin, sa avec ses deux boutique. filles et, C'est ça, mais lui il rentre pas dans le truc en fait. Lui on va le revoir juste à la fin quand il va y avoir la résolution parce que c'est l'intermédiaire parfait pour les diamants. C'est ça. Bah, c'est celui qui était normalement l'intermédiaire. Il ne met pas les mains dans la merde. Exactement. Pour schématiser un peu. Lui, il ne met pas, il est au-dessus de ça, il ne met pas les mains dans la merde. Alors si on suit un peu le film, parce que là on a fait, voilà, il y a beaucoup de personnages, hein, vous l'aurez compris. On a passé un beaucoup épisode de temps éclaté à- comme d'habitude, mais éclaté au même rythme que le film, finalement. Alors éclaté dans un sens... du temps. Décousu. Le temps est éclaté. On va suivre un peu le film parce qu'en fait, il n'y a pas que des bons personnages, il y a aussi un super scénario en fait. Le diamant qui va tourner de main en main. Ça va être Frankie 4 doigts qui va l'avoir. Et Frankie 4 doigts, on nous dit que c'est pas pour rien qu'il a 4 doigts. En fait, le type, c'est un gros parieur, un gros joueur. Tellement qu'on lui coupe un doigt à chaque fois qu'il perd quelque chose. Non, on lui coupe le même doigt en fait. C'est ça. C'est ça, en fait, il lui coupe à chaque fois une phalange. Parce que sinon, il n'y en aurait pas assez. Mais ce que j'adore, c'est que quand ils vont te dire Frankie 4 doigts, tu vas pas dans un casino. Et là, t'as Viva Las Vegas et t'as des images de lui bourré en train de jouer. Et ça arrive 2 fois dans le film. Et je trouve que c'est sympa. Ça te remet qui est Frankie 4 doigts, pourquoi il est. En fait, que c'est tout simplement un flambeur. Ah oui, et puis ça sert vraiment, ce petit Viva Las Vegas sert à chaque fois à te le recontextualiser en tant que flambeur en fait. Très rapidement. Et comme ça, tu dis ok. Non, alors, on va peut-être un peu accélérer le scénario, si ça vous dérange pas. Non, pas de problème. À la cave, Viewzoup, on a donc 4 doigts qui veut aller parier dans un match de boxe clandestin dans lequel justement on va voir Mickey qui va le poulain de Jason Statham de Turkish qui va jouer contre le poulain de Tête de Brique. Des matchs truqués bien évidemment, illégaux. Donc, sauf que l'équipe de bras cassés va être amenée aussi à ce match, ou du moins au bookmaker de ce match, par Boris pour essayer de voler le diamant. Sauf que le pilote de Tyrone va assommer dans sa camionnette Frankie 4 doigts qui ne va jamais arriver à aller parier au match. Ah non, lui son histoire s'arrête ici, oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Lui, après, il va se faire capturer et buter. D'une façon assez marrante d'ailleurs. Donc, notre équipe de braqueurs va braquer le bookmaker après avoir vu un gars et une mallette rentrer. Sauf que, bah, pour la raison que, en fait, Mickey, après avoir défoncé la tête de George, remplace George pour le combat. Tous les paris sur George ont été annulés. Enfin, voilà, tout est connecté en fait. Il y a tout un réseau de connexions par petits actes qui vont enchaîner et qui vont faire d'autres choses. Donc ils vont braquer le bookmaker de la tête de brique, ce qu'il ne faut pas faire, hein, on braque pas les gens dangereux, on braque pas tout court, mais ce que je veux dire, enfin bref voilà. Sauf qu'ils vont se faire enfermer, ils vont réussir à s'enfuir, c'est pas le bon mec avec la bonne valise. Tyrone va commencer à partir, et là il y a... Frankie qui va se réveiller, sortir de sa voiture, être capturé parce que bah, c'est le bon gars avec que 4 doigts et une mallette. Viva Las Vegas. Pardon. Je savais tellement. Je te connais trop, mon doudou. Je te connais par cœur. Je t'aime. Moi aussi. Et c'était quoi la question? L'enlèvement de Frankie par Tyrone. Ah, Tyrone. Quand on lui dit mais pourquoi tu l'as pris? Bah parce qu'il a 4 doigts et une mallette. Voilà. C'est qu'il nous en faut pas plus. On a Tyrone qui est un gros loser depuis le début. Ah ouais, parce que Tyrone il arrive pas à se garer là où on peut mettre un jumbo jet. Mais il voit un mec dans un rétroviseur qui a 4 doigts. Alors qu'il sait pas utiliser son rétroviseur vu qu'il a foncé dans une voiture derrière lui juste avant. Mais c'est encore... Encore une fois, c'est le paradoxe en fait est juste génial. Enfin, le paradoxe non, mais le parallèle à faire est juste génial. Il est incapable de se garer entre deux bagnoles où on pourrait rentrer un smirmorque, mais par contre, dans la nuit noire, il est capable de voir un mec qui a 4 doigts et une mallette, quoi. C'est génial. Puis surtout, juste avant, t'as Vinny qui lui fait mais t'as pas vu le van? Il fait bah non, je l'ai pas vu. Il fait mais c'est pas une boîte d'allumettes, c'est un van quoi. Et l'autre il dit bah je l'ai pas vu. Et derrière il voit un mec qui a pas de doigts. Donc tu te dis tous les personnages c'est le tout et leur contraire. C'est ça. Et c'est ce qui au final donne un super cachet au film et comment dire, un truc un peu loufoque au film. C'est ça. C'est tout ce qui ne pourrait pas se passer se passe dans ce film, mais ça te sort pas du film. Tu dis, bah c'est possible. Ouais. Vu les personnages, c'est possible. Dans ce côté très cartoon et loufoque, en fait, le film a du sens. Il a du sens dans sa propre diégèse, en fait. Ce qui est un euphémisme. Donc là, on va suivre aussi encore deux trucs de deux côtés. On va voir notre équipe de bras cassés qui, après avoir fui le bookmaker, vont récupérer le diamant, appeler Boris, parce que c'est Boris qui leur a mis dessus, voilà. Boris va leur expliquer que le diamant c'était pour lui et que l'argent du bookmaker c'était pour eux. Ils sont pas d'accord, ils vont remettre le diamant dans la mallette parce que pourquoi pas, et Boris va tuer, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il a entendu son prénom, tout ça on connaît, il va s'en aller avec la mallette. De l'autre côté on a donc Mickey qui va je dis beaucoup de Mickey qui va d'un coup de poing mettre KO son adversaire. C'est ça. Alors qu'il devait se coucher au quatrième round, parce que c'est un match truqué. Donc Tête de Brick n'est pas très content. Et Jason Statham, Turkish, est dans la merde. Et il le sait. Quand Brick est pas content, il coupe les couilles des gens quand même. Hein. Ouais. Donc vaut mieux pas le faire chier. Hein. C'est à se demander comment Turkish il arrive à ce point à garder son calme. Ah, c'est Statham. C'est vrai que tout le long, il ne sait jouer que cette émotion, Olive. C'est vrai. Et j'espère, grand nous, mais j'espère vraiment qu'un jour, on fera The Expandable. S'il y en a qu'un à faire sur les 3, et je digresse un peu, je suis désolé. S'il y en a qu'un à faire sur le droit, c'est le 2. Ah ouais, tellement. Mais il faut qu'on parle de ces films un jour. Mais en attendant, le match de boxe. Bim bim bim. Bah, le match de boxe, ça s'est passé très vite, hein, voilà. Bah oui, premier round, première patate, bim. Bah, One Punch Man, hein. Comme disait Vivien. C'est ça, Tête de Brick est dans la merde parce que bah il avait dit à tout le monde de parier sur son gars. Donc Turkish est dans la merde, donc Mickey est dans la merde. Enfin bref, on a une dégringolade. En plus de ça, la bande de losers a essayé de voler Tête de Brick, donc Tête de Brick va être pas content et va vouloir les tuer. En vrai, quand tu vois sa gueule, t'as l'impression qu'il est pas content en permanence, Tête de Brick. Mais je crois qu'il est pas content tout le temps.
Non, mais moi, ce que j'adore, c'est quand donc l'autre il va dire bah, tu sais quoi, je vais te donner une dernière chance, Turkish. Je vais organiser un combat de boxe à main nue, mais ton mec se couche encore à la 4e. Et l'autre il dit ouais, mais j'ai besoin d'argent parce qu'il faut que j'achète une caravane à sa mère. Bah, tête de brique, il se prend pas la tête. Il a besoin d'une caravane pour la mère. Bah, on crame une caravane avec la mère dedans. C'est ça. Donc, Voilà, il n'y a plus besoin de caravane pour la mer. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions avec tête de brique. Donc on fait cramer la gitane. Et ensuite, Mickey, du coup, il est pas content. Alors lui, attends, Vivien il est là, genre ouais, faut pas dire les gitans, parce que c'est pas bien. Non, mais, Non, s'il faut vous pas plaît, dire bon, les on manouches. fait cramer la gitane. Les manouches, c'est pas. L'autre salope là. Bah, c'est couleur de pute. Couleur de pute. C'est parce que il demande une caravane rose. Et c'est Oui, Turkish. voilà. Pour, Il y a Turkish qui dit bah c'est une couleur de pute un peu. Ouais, et après, Du coup, j'aime il y a bien. tous les gitans qui- Et j'aime bien pour le coup, c'est. Tu sais, ils se retournent tous, t'as un gros plan sur toute leur tête, et il fait non, mais je parlais juste de la couleur. Je traite pas ta mère de pute. Hein. Ah bah valait mieux pas. Oh la vache. Donc on a cette fameuse course de lièvre Qui est super aussi. Hein. qui est superbe et qui est mise en parallèle avec la course du gros. Tyrone, Tu stigmatises, voilà, de Tyrone, la course de Tyrone. qui du coup ne va pas courir par rapport au lièvre. Est-ce qu'il roule Peut-être. Si, c'est un conducteur hors pair, bien sûr qu'il roule. Ah, il m'a côte. Je Vous êtes décède. Meuble Vivien, je suis en train de mourir de la côte. On meuble. Du coup, il y a cette course de lièvre où ils vont parier pour la caravane couleur pute. Ils vont perdre le pari, Turkish, parce qu'il faut pas parier avec les gitans. Bah, là-bas, c'est baisé, hein. Ils perdent le pari, donc. Ah oui, et puis oh là là, cette scène où il explique ce que c'est une course de lièvre aussi. Qu'est-ce que c'est une course de lièvre? Bah, t'as des lévriers, c'est des chiens, et t'as un lièvre qui doit courir plus vite. Oh, j'ai chaud. Vous êtes là? Oui, moi c'est bon, je suis là, ça y est, je suis revenu. Kevin est en train de décéder comme à peu près chaque émission. Et Kevin, je vais te créer un jingle, le fou rire de Kevin. C'est Je suis le là. foufou, le foufou, le fou rire de Kevin. Ok, c'est bon, je suis là, je suis prêt. Chut. Roue libre. Donc on va se dépêcher quand même un peu. Mais prends ton on temps, a- allez, on a- roule. On a Tyrone justement en parlant de rouler qui va se faire capturer par les hommes de tête de brique et qui va balancer la pote de ses potes losers, la planque de ses potes losers. Et là on a une scène très marrante où il y a tête de brique donc qui va aller les voir, qui va leur demander qui ils sont. Et ensuite on va passer dans l'autre pièce. Celle où il y a les bâches partout. Oui. Bah oui. Ah ok, donc bah, ils vont être sur le point d'être assassinés par Tête de Brique et ses sbires. Mais à ce moment-là, je sais plus si c'est Sol ou Vinny, mais ils disent non, ne tue pas et tout, on peut te ramener un diamant de la taille d'un point et tout. Donc ils leur donnent 48 heures. Et ils disent bon bah, comme Vivien l'a précisé, ils lui disent bon bah Tyrone on te le laisse, mes gars ils n'arrivent pas à le soulever. Parce qu'il a de l'embonpoint. Mais typiquement, pour revenir à Sol et Vinny, il y a une scène bien avant dans le film où la première fois où ils vont se parler, donc il va y avoir Sol, non c'est Vinny qui parle à Sol, et il va y avoir donc cet écran de caméra de sécurité où on va voir Sol dedans, et je trouvais que c'était une scène vraiment sympa aussi. Ah, ce que je vous Oui, ai dit faut tout à l'heure. bien sûr, en- faut Ouais, en c'est parler, ça. en off, ouais, c'est Bien sûr. une super utilisation en mise en scène du chant contre chant sans utiliser la technique du chant contre chant. Et ça m'avait jamais sauté aux yeux quand je regardais le film parce que je les regarde. Il y a beaucoup de films que je re-regarde aujourd'hui pour vous, avec vous, pour les besoins de l'émission. Du coup, je vais avoir un regard un peu plus critique ou analytique. Il y a des fois, genre Snatch, je l'avais jamais regardé en me disant ah, alors là, le chant contre chant, c'était vraiment top. Non, je le Bah, mangeais moi non comme plus un parce bon qu'on le film, regardait pour un divertissement. c'est ça. Et en gros, au lieu d'utiliser cette technique de champ contre champ pour filmer un dialogue, c'est-à-dire je mets la caméra à côté de l'épaule du gars, comme ça je filme la personne qui est en train de lui parler, après dans un contre-champ on va mettre la caméra à 180 degrés, filmer la personne qui reçoit le dialogue et on fait des coupes comme ça, c'est ça un champ contre champ. Là en fait la caméra va rester sur l'épaule de Vinny, on voit donc Sol qui est en train de lui parler, face caméra, et à la droite de Sol, il y a un écran de caméra de surveillance, et la caméra filme Vinny,
Et du coup, on a une caméra qui est censée représenter le regard de Vinny, qui est en train de regarder seul. Et dans la caméra, on a le retour. Dans l'écran de caméra surveillance, on a le retour. Et donc, on voit Vinny en train de réagir à ce qu'on est en train de lui dire seul. Et avec cette toute petite mise en scène comme ça en dit long sur la réflexion et la préparation pour ce film. Et puis on l'a pas dit, mais donc Guy Ritchie, le réal et aussi le scénariste. D'accord. Le dernier combat. Le dernier combat, oui. Bah, alors Mickey est assermenté. Et pour l'enterrement... Comme un huissier. Il est assermenté comme un huissier. Et pour l'enterrement, donc, on a... Expliquer une vanne, ça fonctionne pas, mais je vais être obligé de l'expliquer parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui sont jeunes et qui n'auront pas la référence. Et je pense que Vivien déjà ne l'a pas. Moi, je l'ai pas. Du coup, c'est juste... tu m'as juste coupé dans mon élan. J'adore couper les choses dans leur élan. Dans les trois frères... C'était le bruit d'un élan, j'imagine. C'est ça. Je suis dans la tête de Kevin. Ouais, je suis désolé. Dans le film Les Trois Frères des Inconnus, ils sont visités plusieurs fois par un huissier. C'est un running gag. Et quand l'huissier arrive, il a une bonne tête de huissier, donc une tête de con. Hein. Et plusieurs fois, il leur dit: moi, je suis huissier, messieurs. Je suis assermenté. Comme dirait Tyrone. C'est vrai. Est-ce qu'on peut... Voilà. On t'écoute, Vivien, on t'écoute. Alors, donc le combat. Mickey qui est assermenté, qui fait la fête pendant l'enterrement de sa défunte fumante mère, va boire beaucoup et va arriver sur le ring complètement sous. Et déjà que pas sous, quand on lui disait de se coucher au 4e round, il le faisait pas. Ouais. Là, Turkish, en plus de ça, il a peur que il se couche trop tôt. C'est surtout que Turkish, il a peur que si il respecte pas le deal, lui sorte pas vivant du truc. C'est ça, voilà. Parce qu'on voit clairement Tête de Brique qui dit bien, si jamais il y a un problème, si vous les voyez sortir, enfin si Mickey se couche pas comme c'est prévu, toute la bande à Turkish, vous me les flinguez. Hein. Et pareil pour la bande à Mickey en fait. Et vraiment ce combat il est assez cool parce que tous les coups qu'ils prennent c'est très stylisé, il y a des mouvements de caméra. J'aime beaucoup, surtout quand Mickey se prend un uppercut et on a l'impression qu'il vole et mais que le temps est arrêté. Oui, mais c'est ça, la scène est filmée très trop ralentie, il se retrouve presque à l'arrêt sur image, à l'horizontale, en volant en fait. Hein. Vraiment, il vole parce qu'il s'est pris une patate qui le fait décoller. Et cette patate d'ailleurs va le faire plonger quand il atterrit sur le ring pour nous montrer qu'il est sonné en fait. Il plonge dans l'eau en fait. Tu le vois, il plonge dans le ring globalement et tu le vois qu'il est sous l'eau, qu'il n'entend plus rien. Le bruit, les bruits d'ambiance de la foule en délire deviennent très sourds. Pour bien appuyer le fait que là, il s'est pris quand même une mandale qui rigolait pas trop. Mais Mickey se relève et gagne. Parce que Mickey gagne toujours. Si on peut revenir sur le combat, on est sur... là, on est vraiment sur une patte graphique et de montage qu'on retrouve tout le temps, en fait, ou du moins, dans tous les films de Guy Ritchie que j'ai pu voir, qu'on retrouve très souvent. Sherlock Holmes. Dans Sherlock Holmes, voilà, c'est ces scènes de combat où, en fait, il va y avoir des ralentis, des façons de tourner et des façons de montrer les personnages avec même un certain grain en fait très intéressant et ces ralentis qui sont vraiment une patte de réalisation en fait de Guy Ritchie. Et en effet dans Sherlock Holmes à chaque combat pendant la réflexion de Robert Downey Jr. il va y avoir ce ralenti, ces ralentis même et ensuite le combat qui se reprend. Mais dans Sherlock Holmes, en plus, ça appuie le propos parce que justement, les moments où ça devient ralenti, voire très très ralenti, c'est comme tu as dit, les moments où Sherlock Holmes, donc Robert Downey Jr., donc Iron Man, en fait, il réfléchit et il analyse, il anticipe, etc. Et à un moment, la vitesse reprend son rythme normal et du coup, il enchaîne tout ce qu'il a anticipé avant. Et dans ce combat-là. Dans ce combat de boxe dans Snatch, le dernier, c'est pareil. Il utilise à bon escient les ralentis, qui ne sont pas là par contre pour montrer une forme de réflexion ou quoi que ce soit, c'est juste de l'esthétique, mais il les utilise à bon escient et à contre-courant, il va accélérer de temps en temps son montage pour qu'il y ait une balance entre des ralentis et à un moment donné des scènes beaucoup plus rapides avant d'entamer sur un nouveau ralenti, ce qui est très esthétique du coup. Ouais, c'est une réelle dynamique de l'action que tu retrouves dans, je pense, toute sa filmographie. Oui, tout à fait. C'est une dynamique très spéciale. Donc oui, Kev, tu disais Mickey gagne. Mickey gagne. C'est dommage parce qu'on était à ça qu'il gagne pas. Hein. Ouais, mais bon, il l'explique. Ensuite, t'as Tête de Brique qui sort, qui demande son arme, il se fait flinguer.
Et là, Turkish nous explique que tout était prévu. Tout. Et il y a, je pense, la meilleure freeze scène de tout le film. Ouais. Quand ils sortent tous les trois, qui veulent fuir en fait le combat une fois que Mickey a gagné du coup. Alors Ah qu'on a oui, battu. elle est magnifique. C'est super. Il y a donc Tête de Brique qui sort en même temps, et là il va y avoir la résolution en fait de tout le plan des Gitans. Et il y a un arrêt sur image au moment où il y a une détonation. Nous on la voit pas, elle est hors champ. Et il y a un arrêt sur image où il y a donc Turkish, Brad Pitt et le meilleur ami de Turkish qui sont figés dans le temps en faisant la grimace, sauf Brad Pitt, sauf Mickey, qui n'a pas l'air du tout étonné de ce qui se passe. Et Turkish nous explique qu'au moment où il y a il explique ce qu'on voit en fait. Il nous dit voilà, il y a des moments dans la vie où on est surpris, et quand on est surpris ou qu'on a peur, notre premier réflexe c'est de faire une grimace. Et l'image est arrêtée sur leur grimace. Et Turkish t'explique presque en brisant le quatrième mur et te dit, et si vous regardez bien, Mickey, il fait pas la grimace, il est pas étonné de ce qui se passe. Et après, il nous explique le plan des Gitans, qui avait plus ou moins tout prévu et qui ont juste démonté Tête de Brique. Oui, puis ils avaient parié sur... En fait, il avait parié à chaque fois sur lui-même, donc il a remporté des gros gains. Et tous les mecs qui devaient... ce que Tête de Brique avait engagé... Enfin, ces sbires devaient buter tous les Gitans. C'est eux qui se sont fait tuer. Et après cette scène, donc le lendemain, Turkish et Tommy vont vers ce camp qui est donc devenu désert. C'est ça, il n'y a plus personne. Tous les Gitans ont disparu. Tout ce qui nous explique depuis le début du film que si c'est juste un campement, ils peuvent se casser quand ils veulent, arrive à ce moment-là du film. Et on n'a pas parlé du reste parce que en parallèle de tout ça, il s'est passé d'autres choses aussi. On a été introduit à Tony. Tony dent de plomb. J'aurais dit brin d'acier, mais c'était pas la même chose. Non, c'est Fifi brin d'acier. Donc Tony qui est un survivor un peu comme Boris, qui s'est pris 6 balles et qui a quand même survécu, qui s'est fait fondre ses balles dans les dents. Et donc ce personnage qui va servir à donc l'autre intrigue du film, le diamant. On se rappelle que tout le film tourne autour de la Panthère Rose. Ce diamant, donc en fait, qui va être récupéré au final par... Comment il est récupéré déjà ? Le chien retourne au campement des Gitans. C'est Tommy et Turkish en allant au campement des Gitans. Non, mais je veux dire, comment les losers, ils le récupèrent ? Oui, c'est ça. C'est parce qu'au moment où ils sont dans le bar, où ils veulent faire donc leur braquage, les 3 losers vont braquer Vinny. Non, vont braquer Tony. Tony leur fait « Oh, vous avez des armes des répliques. Moi, j'ai un vrai Desert Eagle .50. » Et là, j'aime beaucoup l'effet de caméra qui zoome donc et qui, par exemple, il y a marqué Replica et Desert Eagle. Je trouve ça très sympa aussi, ce petit truc ajouté. Cet effet, c'est un truc qu'a utilisé aussi Baz Luhrmann. Il y a un effet machine à écrire, tout à fait. Et Baz Luhrmann utilisait beaucoup ça dans Roméo plus Juliette aussi. Et après, ils vont aller donc ils vont s'enfuir et ils vont rencontrer donc Avi. Boris va arriver à ce moment-là. Il va y avoir un gunfight où Tony dit Avi, remonte tes chaussettes, ça veut dire baisse-toi. Il va tirer bon nombre de balles et c'est au moment là où Boris va mourir hors champ, donc on ne sait pas. Et que Sol et Vinny, en s'enfuyant, récupèrent la mallette. Donc ils récupèrent le diamant. Mais quelques temps après, Avi et Tony retrouvent donc Sol dans leur boutique. Avi va tirer avec le Desert Eagle un peu partout sans regarder. Il va tuer Tony. Il va tuer Tony, oui. Et le chien s'enfuit à ce moment-là. Le chien avait mangé le diamant, du coup, le chien s'enfuit à ce moment-là. Et le chien, on nous l'a introduit comme un cadeau de gitan qui retourne toujours à son camp. Et c'est ce qu'ils disent. Les gitans donnent toujours un chien en plus. Toujours un chien dans leur deal. Ouais, tout à fait. Et donc, parce qu'il s'était enfui une première fois, Vinny avait dû aller le rechercher au camp de gitans. Il le dit en plus. Et là, donc, Turkish et Tommy, en allant au camp de gitans, voient qu'il n'y a plus personne. Mais il y a la police qui arrive et qui leur dit pourquoi vous êtes là ? Parce que voilà. Et c'est à ce moment-là où Turkish va dire on promène le chien, Tommy va chercher le chien. Et c'est comme ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, donc au moment où ils vont partir, ils vont voir que Sol et Vinny se sont fait arrêter par la police et ils vont ouvrir le coffre et il y a toujours le cadavre donc de Frankie, de Frankie. Et on a oublié de dire que ce cadavre a une particularité, c'est qu'il a pas une théière mais un capuchon de théière sur la tête. C'est vrai. Ce fameux... Et c'est vrai. On le voit jamais, mais à chaque fois qu'un personnage va voir le cadavre, il va faire la remarque.
Et on n'aura jamais aucune réponse, mais les trois coquillages. Ouais. C'est le running gag qui revient tout le temps. Donc ensuite, on va aller chez le veto. Le veto va donc enlever le jouet du chien, enlever une peluche et enlever un diamant 84 carats, normal. Et donc, Turkish et Toby vont se retrouver au point de départ du film, chez Doug le cerveau. avec le diamant, et vont demander tout simplement, donc, là où on reprend en fait au début du film, vont demander tout simplement est-ce que vous pensez que quelqu'un en voudra? Et en fait, le diamant est retourné naturellement, après de moult nombreuses péripéties, chez son propriétaire voleur. Oui, et puis après, il y a donc. Et ça se finit sur une scène qu'on avait déjà eue avant. C'est Avi qui doit partir à Londres, donc qui est dans un avion, qui prend un médicament, qui prend un shot. Avion, en plus sur un montage très cuté, très rapide. Et ça se finit comme ça. Donc Avi retourne à Londres chercher ce qu'il aurait dû récupérer il y a bien longtemps. C'est ça. Et donc le film se termine comme il commence en fait. Donc on sait qu'on a tous plus ou moins aimé le film, mais quand même, faut conclure. Donc Kevin, je te laisse conclure. Bah tout simplement, moi Snatch c'est un film que j'ai vu à peu près, je sais pas, moins d'une dizaine de fois, mais presque. C'est un film sur lequel je prends toujours autant de plaisir, et puis maintenant je connais quasi les répliques par cœur, donc j'ai plus la surprise, mais ça me fait toujours autant rire. Donc si vous savez pas quoi regarder ce soir, regardez Snatch. Si vous savez pas quoi regarder demain soir, après-demain soir, bah regardez la filmo de Guy Ritchie. Et voilà, tout simplement, c'est un bijou ce film. Ouais. Bijou, diamant. Je sais pas si c'est en fait bijou, diamant. Et c'était ma obligé conclusion. d'expliquer les blagues. Ouais, mais c'est vous, des fois vous dites il faut qu'on explique et tout. Non, c'est vrai. Bon, bah c'était ma conclusion. Ce film déchire. Wow, il envoie du pâté. C'est ma phrase, ça, d'accord? Alors Olive, toi, ta petite conclusion. Il envoie du bousin ce film. Trouver un truc pour remplacer pâté. Hein. Non, bah, ma conclusion a rejoint complètement celle de Kevin. Alors je l'ai vu moins de fois que Kevin. Ce film, j'ai dû le voir 4-5 fois, je pense. Au-delà de l'avoir vu au cinéma. Je l'avais jamais regardé, comme j'ai dit un peu plus tôt, je l'avais jamais regardé en me penchant vraiment sur tout l'aspect technique et de la dimension en fait de réalisation de ce film. Il utilise énormément, par exemple, Guy Ritchie, en plus de plans, il utilise pas mal de plans séquences, des plans séquences en utilisant des plans débulés en plus. Enfin, il y a plein de choses quand on s'arrête sur la mise en scène et la réflexion qu'il y a derrière est super enrichissante, super intéressante. Mais si vous voulez juste passer un bon moment sans vous prendre la tête sur une réalisation pourtant très bonne, le film est un excellent divertissement. Très éclaté, très décousu. Donc voilà, il y a beaucoup de personnages, soyez juste prévenus de ça. Et ça, le film va très vite, on swap vraiment très rapidement d'un personnage à l'autre, ou d'une bande de personnages à une autre bande de personnages. Donc pour des personnes qui ont peut-être des problèmes de concentration, ou pour de discernement entre les personnages, parce que même physiquement, beaucoup de personnages ressemblent. Mais au-delà de ça, super bon film. Et comme a dit Kevin, si vous avez le temps, penchez-vous vraiment sur la filmographie de Guy Ritchie. C'est un A+, pour moi. Vivien, t'as une conclusion? Ouais, Elle était très très sympa ta conclusion, Olivier. Ouais, c'était... Ouais. Elle envoyait du rôti. Non, ce film, il est bien. Quoi, chacun a le droit d'envoyer ce qu'il veut. On joue pas avec la nourriture, d'accord? Allez Vivien, chauffe. Ce film est super bien. Bon, déjà, on a un casting incroyable. Et en plus, juste de la réalisation. En fait, c'est vraiment... Et c'est normal que le scénariste et le réal, ce soit pour les deux Guy Ritchie. On a vraiment un scénario qui colle à une réalisation. C'est-à-dire, on pourrait voir le film autrement. Mais en même temps, tu te dis... Comme ça, c'est la meilleure façon de le regarder. La meilleure façon d'avoir filmé les choses. La meilleure façon d'avoir écrit aussi les choses qu'on filme. Dans un sens et dans l'autre. On a une écriture qui est... une écriture de personnage qui est complexe et d'un scénario qui est quand même complexe en fait à comprendre. On s'est un peu perdu dans tout le podcast, mais c'est normal, c'est décousu. Mais qui est parfaite, enfin parfaite, il n'y a rien de parfait, mais voilà, qui est génial. Et pareil, une réalisation qui envoie du lourd en fait de Guy Ritchie, parce que bah c'est son truc de filmer
c'est presque du dynamique en fait. Je sais pas trop comment le définir, mais C'est très dynamique, c'est très dynamique. Ouais. Voilà, tu restes toujours, t'es toujours dans l'action, même s'il y en a pas, t'es toujours, voilà, il y a toujours quelque chose qui t'entraîne. Et en l'occurrence là avec les acteurs, c'est incroyable, on a des performances incroyables. Et donc ouais, ce film est super bien en fait. Il est super marrant. J'ai envie de dire, voilà, c'est Kevin, il l'a regardé avec ses amis complètement déchirés, mais que tu sois tout seul ou sobre ou les deux, ce film est tout aussi bien en fait. Et pareil à regarder avec des potes. Mais ce film vraiment, regardez-le si vous voulez taper une barre quoi. Moi, tu sais, maintenant, on va arriver le moment où Vivien va nous dire ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et pour le coup, on ne sait vraiment pas ce qu'on va faire la semaine prochaine, Kevin et moi. Et ouais. J'ai un peu peur. Et Vivien, toi, tu sais ce qu'on va faire la semaine prochaine ou pas? Parce que tout à l'heure, tu savais pas. Hein, donc... Si, je savais, mais c'est juste que moi, les mauvais films, c'est pas vraiment mon truc, du coup, je connais pas beaucoup. Mais il y en a un que j'ai regardé. C'est vrai qu'Olivier et moi, c'est notre passion. Hein. Ah ouais, moi, les films pourris, c'est vraiment... Genre, ouais. Non, il y a un film que j'ai vu quand j'étais plus petit, et que même petit, je me suis dit, mais... Et du coup, la semaine prochaine, on va se faire Le Fils du Masque. Oh non! Oh non! Mais non! Mais non! Fallait bien s'y attaquer. Mais non! Il est introuvable ce truc en plus. Mais je regarde pas ça. Si, moi. t'inquiète pas, ça va être trouvable. Mais on a dit qu'on faisait pas les deux avant les 1. C'est même pas un 2. Bah, c'est la suite du masque. Hein. Il y a le même personnage principal qui est le masque. Hein. Il l'a dit, Mais on on est peut obligé pas de le faire. faire maintenant. Oh, je te déteste, putain! Alors là, pour le coup, vraiment, je te déteste. Déjà que je t'aimais pas On le beaucoup. trouve. Alors là, Donc Le Fils du Masque la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. C'était le 21e épisode de Felf. Et on vous fait à tous des gros bisous. à la semaine prochaine À la pour le prochaine. 22e épisode. Bisous. Salut à tous. Bye bye.